Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, nom, prénom, date de naissance? Alors, Baïléna, le 20 mai 1988, à Saint-Omer. Quel âge aviez-vous quand vous êtes parti à la guerre? Alors, à l'armée, À parce que l'armée. du coup, la guerre, c'était plus pour nos anciens, on va dire. Alors, je me suis engagée, j'avais 20 ans tout pile, juste après la fac de droit. Comment vous sentiez-vous quand vous êtes parti à la guerre? Quand vous avez appris que vous allez être engagé pour Ouais, partir? quand je me suis engagée, je pense la fuite du quotidien. J'ai pas réfléchi en fait. J'ai dit je m'en vais et j'ai poussé les portes d'un CIRFA, ça s'appelait à l'époque, je sais pas si ça porte encore le nom. Je suis rentrée comme là dans le bureau, il y avait armée de terre, armée de l'air, marine. Et puis j'ai tourné ma tête à gauche et c'était l'armée de terre. Ah, c'était pas vraiment ton choix personnel alors? Non. Je le sentais, je pense, au fond de moi. Mais j'avais besoin de partir, de peut-être me prouver quelque chose. Je sais pas, j'avais besoin de servir à quelque chose. M'éloigner en tout cas et de vivre autre chose et peut-être me dépasser personnellement, peut-être. En tout cas, c'est les souvenirs que j'en ai. Parce que c'est le dépassement de soi. Et on en apprend beaucoup quand on est dedans. Mais on ne sait pas à quoi on s'attend quand on y va. Donc voilà, c'est tout. Dans quel corps d'armée étiez-vous? Alors moi, j'étais au 516e régiment du train. J'ai eu la chance d'y rester 11 ans. Et le régiment du train, c'est tout ce qui est logistique. Donc tout ce qui est transport de blindés. Donc porte-chars. En gros, chemine. Tout ce qui est, bon déjà à la première base, les chars sur le front, on va dire, pour résumer, mais aussi bien du PQ, et ouais, des munitions, tout ce que tu as besoin quand tu pars sur un théâtre extérieur. Voilà, pour résumer. Quel était votre rôle? Alors moi au début, j'étais pilote porte-engin, porte-char. Après, comme on dit à l'armée, tu es d'abord, en tout cas pour la mer-terre, tu es d'abord soldat et ensuite tu es spécialiste. C'est différent avec l'armée de l'air. L'armée de l'air, tu es spécialiste, après tu es soldat. Donc l'armée de terre, 400 métiers, hein, tu balayes, tu maçonnes, j'ai appris plein de choses. Mais généralement, voilà, moi j'ai appris le porte-char, donc moi j'ai mon permis VL, PL, super lourd, et transport de matières dangereuses. Donc j'ai transporté grenades, missiles, voilà. Et les choses comme ça, bon, c'est pas commun, mais voilà. Et je suis passée aussi secrétaire, je suis passée aussi conducteur d'autorité. J'ai conduit le général Bijard, donc c'est un parachutiste, donc c'est un grand général qui est décédé, si je vous dis pas de bêtises, 2009-2010, parce que j'ai été veiller son corps, donc ça doit être ça. Enfin, voilà, j'ai eu plein de rôles différents et ça a changé aussi quand je suis partie en OPEX. Je suis passée de, on va dire, petit, on appelle ça un GV, ça veut dire, comment dire, combat dans les troupes, là. Voilà, on va dire ça comme ça, pendant 4 mois, et j'ai été conducteur d'autorité pendant 4 mois, et secrétaire dans un autre pays pendant 6 mois. Il n'y a pas trop de métiers vraiment, mis à part les gars qui tirent dans avec les chars, on appelle ça des chars, ou dans des blindés. Généralement, dans la logistique, on a plusieurs... comment dire, on a plusieurs rôles, on va dire. Voilà. De quelle guerre allez-vous nous parler? Alors, je sais pas si on peut appeler ça guerre maintenant, mais de toute façon, ça parle toujours d'une guerre. Moi, je suis partie 3 fois en MCD, donc mission courte durée. On me dit ça parce que c'est la France. On part aussi en France, mais la France, c'est des pays aussi, je pense que vous savez. Moi, je suis partie en Polynésie, je suis partie 4 mois et demi à Tahiti. Mais bon, c'est pas les vacances, hein, c'est pas Tahiti, vainé, c'est gonflé. Hein. Tahiti, on fait du maintien de l'ordre. On va entretenir l'île qui s'appelle Mururoa. C'est là où il y a les essais nucléaires. Il n'y en a plus maintenant parce qu'elles sont s'arrêtées avec... c'est qu'avec Mitterrand, ça s'est arrêté ou Chirac? Désolée, je suis pas très au point, je suis à point sur l'histoire, mais bon, ça s'est arrêté avec un de ces présidents, là, faudrait vérifier, mais bon. Et du coup, en fait, on va entretenir l'île parce que dessus, il y a un arbre qui s'appelle Aito, ça veut dire arbre de fer, et ça absorbe les radiations. Mais avant, sur ces îles, sur cet archipel, il y avait 5000 personnes qui habitaient pendant les essais nucléaires, et bon, voilà, et eux, c'était beau, vous pouvez regarder des vidéos sur internet, les gens regardaient ça comme
comme si vous regardiez un match de foot hein, à l'époque, hein, c'est impressionnant. Donc on entretient cette île parce que cet arbre, il pousse, il pousse, il pousse, et on ne peut rien en faire, on ne peut pas le brûler parce que c'est irradié et on ne peut que le couper. Et cet arbre, il est dur comme du béton. Voilà, et du coup voilà, ça absorbe la radiation et voilà. Donc j'ai fait ça, et là-bas j'ai fait stage commando aussi. C'est la guérison tout simplement pendant 3 semaines, hein, forêt, aquatique, se laver une fois dans la semaine, à manger. Bon voilà. Après je suis allée au Kosovo en 2013. Tahiti c'était 2009, Kosovo 2013. J'y suis restée 4 mois. Bon là c'est du maintien de l'ordre, hein, on va pas se mentir. Hein. Kosovo, il y a encore des tensions avec les Serbes et j'en passe des meilleurs. Hein. En plus il y a la Macédoine à côté, enfin bref. Donc là c'était un peu plus tendu. On va dire qu'on sort pas sans son arme partout, dans des parties de la ville en fait. Il y a des parties de la ville qui sont interdites de sortir sans son arme, en tout cas pour les militaires. Après, petit truc sympa, j'ai quand même fait, je suis allée chez Zara au Kosovo. Tu vois, ça c'est une petite anecdote particulière, c'est très particulier. J'ai fait un bowling au Kosovo avec mon arme. Ils essayent de se reconstruire. La ville est à moitié détruite, à moitié reconstruite et avec des églises magnifiques parce que c'est ce qu'ils détruisent en premier. Hein. La guerre, c'est quoi? C'est les religions et puis tout ce qui est économique. Hein. Donc j'ai vu des choses belles et moins belles. J'ai perdu des gens au Kosovo. Parce que pour un oui, pour un non, tout le monde s'énerve et puis ça tire dans tous les sens. Et puis en fait, j'ai vécu des moments plutôt sympas. Donc c'est très très particulier comme contexte. Et j'ai eu la chance d'aller en Macédoine du coup aussi. On changeait les plaques de nos véhicules, parce que j'étais en véhicule banalisé. Et on changeait nos plaques à la frontière et puis on allait en Macédoine. Macédoine qui est plutôt magnifique. Pays que je conseillerais parce que c'est grandiose. Comme tout a été détruit, tout a été reconstruit. Il n'y a pas un papier par terre, les gens sont courtois et c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Et ma dernière, c'est avant de quitter l'armée, 2 ans avant, je suis allée en Côte d'Ivoire, 4 mois, un petit 4 mois. Bon là pareil, hein, c'est pour maintenir l'ordre, hein, parce qu'en Côte d'Ivoire, la politique, dès qu'il y a une élection, ils font ça avec les fusils, quoi. Soit ils sont d'accord, soit ils sont pas d'accord, donc ça reste du maintien de l'ordre, on va dire. S'il y a une présence française, ça veut dire qu'on a un petit peu, on va dire, le monopole et ça régule quand même les choses. Après, c'est rentré dans des détails. En gros, voilà, c'est les 3 plus grosses choses que j'ai fait. Sinon, je pourrais en passer des vertes et des pas mûres entre l'Allemagne, la France entière, les vigies pirates, qui maintenant durent 2 mois. Bon, il y en a pas mal. Mais ça, c'est vraiment les 3 gros trucs qui m'ont marqué. Dans quelle région êtes-vous allé faire la guerre? Voilà, Kosovo, Côte d'Ivoire. C'est tout résumé, je les avais lus, du coup c'est fait. Dans quelles conditions viviez-vous là-bas? Hygiène, nourriture, confort? Tahiti, on était, franchement, mis à part pas de téléphone, parce que ça coûte une blinde, on passe par satellite. Donc vous téléphonez à votre famille, cabine téléphonique. Une fois dans la semaine, parce qu'en plus vous avez le décalage horaire. Là, c'est plus question d'organisation. Après Tahiti, ça reste Tahiti, c'est français. Bon, voilà, c'est pas non plus la misère, quoi, on va dire. Kosovo, c'était plus compliqué. J'avais quand même une belle chambre dans les Algeco. Maintenant, c'est comme ça. Hein. Et en plus, seule, parce que moi, j'étais brigadier chef, du coup. Et donc, j'avais quand même mon confort, hein, on va pas se mentir. Hein. J'avais ma télé dans ma chambre, mon lit, de quoi poser mon arme sous mon lit. Donc, plutôt pas mal. Après, tu as une salle de sport dans n'importe quelle opération extérieure que vous avez une grosse salle de sport, vous avez des terrains de foot, vous avez un bar. En fait, en gros, n'importe où vous irez, on a une petite ville entourée de barbelés, mais en fait, on fait notre vie. Alors, à voir si c'est nous, les singes, qui sommes emprisonnés, ou les gens qu'on surveille. Attention, je mets des guillemets au mot singe. En fait, on a une ville dans la ville. On a même un supermarché pour aller faire acheter nos pépitos parce que ça nous manque, parce que ça fait 4 mois qu'on n'a pas mangé de chocolat.
Voilà. Et Côte d'Ivoire, pareil, j'avais ma petite chambre. Il n'y a pas de Internet, on avait Internet. Tous les jours, par contre. Kosovo, c'était plus compliqué. Je pouvais appeler une fois, voire dans la semaine, voire une fois tous les 15 jours. Pas de connexion Internet, rien. C'est très, très compliqué. Bon, après, on s'y fait. On oublie. Et le linge est lavé par les autres. C'est bien ça. On est d'accord. Vous êtes fait des camarades? Si oui, êtes-vous encore en contact avec eux? Alors, des camarades, t'en as tout le temps. Tu peux pas t'entendre avec tout le monde. On va te forcer. Et en fait, ça devient un automatisme que ce soit que tu es soudé même avec ton pire ennemi. Même celui que tu vas détester au plus haut point. Et ça m'est arrivé quand je suis partie en Côte d'Ivoire, non, à Tahiti. C'est un monsieur que je ne respecte pas et qui avait le grade en plus en dessous de moi. Et ben ils ont fait exprès de nous mettre à deux en binôme. Voilà, donc comme ça c'était réglé et t'es obligé de l'aimer parce que. Enfin, l'obligé de l'aimer. Parce que si demain il m'arrive un truc et que c'est lui qui est à côté de moi, c'est lui qui va me protéger. En fait, à l'armée, t'as pas de. Je veux pas être avec lui en fait. T'as pas le choix. Alors après, il faut veiller les uns sur les autres. c'est ça en fait. Ouais. Ça s'appelle la cohésion. Et c'est ce que t'as pas dans le civil en fait. Enfin, dans la vie maintenant, là, que j'ai maintenant. Ça, tu l'as pas. À l'armée, on te dit merde, c'est merde. On te dit oui, c'est oui. Il n'y a plus trop ça dans le civil. Et après, ouais, des potes, j'en ai encore et je reste en contact et j'en ai même dans le monde entier. Hein. J'en ai en Allemagne, j'en ai encore aux États-Unis, j'en ai en Suisse, en France, bien évidemment. Ouais, je me suis au Maroc. Je suis partie dans des pays, même en vacances avec maman, avec ma mère, du coup, les voir. Ouais, si, on est pas mal. Comment communiquiez-vous avec vos proches? J'étais à l'étranger. Ouais, quand vous avez arrêté, Ouais, le retour. le retour, il était Ah ouais. difficile ou? En Tahiti, pas trop, j'étais contente de rentrer quand même, parce que c'est une sacrée galère. Kosovo, ouais, ça a été assez. Je crois que ça m'a changé quand même, ouais. Ouais, après, tu es un peu perdu en fait. Déjà, ça fait plus de 4 mois que on te dit fais ci, fais ça. Tu portes un treillis 6 jours sur 7, parce que le 7e jour, si tu as de la chance, tu peux mettre un short, un t-shirt. Tu es quand même dans une enceinte militaire. Même si j'ai fait un petit peu les magasins, comme je t'ai dit, c'est assez particulier. Tu reprends tes couverts, tu te refais à manger. C'est des choses banales pour vous, mais ouais, c'est pas si banal que ça en fait. Hein. Tu t'assois dans ton canapé, tu regardes la télé. Clairement, c'est pas la première chose qu'on fait d'embrasser tes enfants, de retrouver tes proches. C'est plus les mêmes choses en fait. Ça change beaucoup. Maintenant, moi, si j'ai plus mon téléphone, ça me fait rien en fait. Le, mon quotidien ne me manque pas forcément en fait. Parce que bon, bien sûr, quand tu es tout le temps chez toi, tu as envie de rentrer chez toi. Et si demain on me dit tu peux plus rentrer pendant 2 mois parce que. Pourquoi pas? C'est différent, tu vois les choses différemment. Tu fais pas la fête tout de suite quand tu rentres. Je pense que tu te réhabitues à un quotidien et au confort qu'on a de trop. Clairement. Voilà. Avez-vous des souvenirs ou anecdotes à partager avec nous? Alors, anecdote marrante, ouais, j'en ai pensé une. Pour Tahiti, je suis passée caporal à Tahiti. Et pour récupérer ce petit, bah, c'est pas celui-là, là c'est caporal chef, mais bon, on a un grade comme ça là. Et pour récupérer ça, ils me l'ont mis dans ma Rangers avec différents alcools. Et j'ai dû tout boire. Ah ouais. Donc comment vous dire que le lendemain j'étais, c'est pas bien les enfants, mais j'étais complètement pétée. Et je devais faire le rapport au capitaine. C'était très compliqué pour moi mon lendemain. Voilà. Et Kosovo, j'ai tiré avec le GIGN. Français, allemand, serbe et américain. Bon, ça s'appelle pas pareil, hein, c'est GIGN pour nous, mais avec des armes différentes, comme Call of Duty, je sais pas si voilà, vous jouez. Et ben moi c'était pareil, j'ai mis l'arme devant mes yeux, j'ai entendu et comme un laser quoi, c'était wow. Et j'ai fait ça toute la journée, à tirer au mortier, à tirer. Et bon, j'ai eu ce privilège parce que j'étais conducteur d'autorité, donc je les ai amenés sur des trucs un peu particuliers. Et, j'ai passé une super journée, un truc que je ne ferai plus jamais.
Après, j'en ai plein, hein. J'ai vu le Louvre, les dessous du Louvre. J'ai vu tout ce qui est restauré parce que j'avais oublié mon capitaine, des trucs que tu feras jamais de ta vie. J'ai vu toutes les caméras de Paris. Je sais pas si tu te souviens le film avec Brad Pitt, avec tous les écrans là. Ouais. Et ben, en fait, la SUGE à Paris, donc c'est la police ferroviaire. Et ben, en fait, ils ont ça. Et je suis allée en réunion avec mon capitaine, il m'a dit tu veux venir? Je lui ai dit oh non, 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 je vais rester dans les bureaux. Et en fait, j'ai fait tout le tour des bureaux, j'ai posé plein de questions, j'ai fait toutes les caméras des gares de Paris et tout, comment ils font, ils zooment, etc. Et voilà, j'ai vu plein de choses que je ne verrai plus en fait. Donc voilà. Comment avez-vous vécu votre libération? Alors moi, j'ai pas de libération. Aussi, En cas de nouveau conflit, êtes-vous prêt à repartir au front? ouais. Même si c'est demain, j'y vais sans problème, je me pose même pas la question. Pourquoi auriez-vous eu envie d'intégrer l'association des anciens combattants? Bah, déjà parce que je suis la seule femme. Donc c'est assez rigolo parce qu'avant ça n'existait pas, hein, les femmes ne pouvaient pas s'engager. Et puis je pense qu'il faut perdurer un peu, porter la parole. Alors du coup, moi différemment parce que j'ai pas fait les mêmes choses comme des gens qui ont 80-90 ans. Forcément, hein, moi c'est l'armée nouvelle, on va dire, entre parenthèses. L'armée moderne, hein, mais je pense qu'on a tous quelque chose à apporter à l'effigie en fait, tout simplement. Ah ouais. Donc voilà, on a tous un petit mot à rajouter et pour que ça perdure et pour que les jeunes continuent d'écouter, de comprendre et peut-être aussi eux à leur tour donner envie d'aller apprendre des choses loin de chez eux. Comment faire pour que cette tradition perdure? Comme j'ai dit là, hein, c'est pouvoir en parler entre vous, ne pas oublier les dates importantes, hein, comme le 8 mai, comme on fait dans le village. Là, alors, pas en parler tout le temps, parce que voilà, c'est assez particulier, la guerre. On en voit assez, je pense, à la télé des malheurs, surtout avec ce qui se passe en ce moment, mais je pense qu'il ne faut pas oublier, quoi. Il y a eu des choses, mais même nos pays annexes, hein, tout ce qu'on a, la Polynésie, pourquoi la Martinique, pourquoi la Guyane, ça je sais pas si les plus jeunes d'entre vous, tu t'en souviens, pourquoi c'est français, mais voilà, il y a plein de choses derrière et tout ça, faut pas oublier parce qu'il y a des gens qui sont morts pour ça, il y a des gens qui sont battus pour ça, mais c'est comme tout, chaque cause, le féminisme, l'avortement, en fait, chaque cause, il y a des gens qui se sont, il y a eu du sang qui a coulé, des gens qui sont morts pour ces causes et je pense qu'en fait, il faut en parler quand même un petit peu et que ça perdure et qu'on n'oublie pas en fait. On est la France pourquoi on s'est battu et on a des belles valeurs, même si bon, voilà, c'est un peu le bordel au niveau politique, mais si tu enlèves la politique, je pense qu'on a un beau pays avec des belles valeurs et je pense qu'on peut en faire quelque chose. Mais après, ça, ce n'est plus de mon ressort. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Nom, prénom, date de naissance. Noir Laurent, né 6/2/71. Quel âge aviez-vous quand vous êtes parti à la guerre? J'avais 21 ans. Comment vous sentiez-vous quand vous êtes parti à la guerre? J'appréhendais un peu ma première PEX. Je savais pas trop comment j'allais réagir au niveau des différentes situations que j'allais avoir là-bas. Nous avions été entraînés pour être mis en condition physiquement et moralement. Pour quelle raison vous êtes-vous engagé au moment du service militaire? Parce que j'ai été voir mon frère dans une porte ouverte à son régiment et ça m'a réconforté dans mon envie de m'engager. Donc, Dans quel corps d'armée étiez-vous? les troupes de marine, le 2e régiment au Mans. Et c'est un régiment de l'armée de terre, mais pas de la marine nationale. Quel était votre rôle? J'ai fait un peu de tout. J'ai fait tireur 12-7, j'ai fait conducteur poids lourd, armurier aussi. Voilà. De quelle guerre allez-vous nous parler? L'ex-Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine et le Tchad. Dans quelle région étiez-vous allé faire la guerre? Mostar, Sarajevo, Dubrovnik. Et au Tchad, j'ai fait N'Djamena
Arjou et Abéché. Vous nous avez parlé de guerre. Pouvez-vous nous parler un peu plus du Tchad et de Sarajevo? Donc la première OPEX, c'était le Tchad. C'était plus une mission d'assistance extérieure au niveau des habitants. On avait commencé à construire un dispensaire pour soigner les habitants là-bas, parce que où est-ce qu'ils habitent, c'est désert, tout ça, donc ils n'ont pas beaucoup de moyens d'être soignés. On a fait ici de la surveillance. Dans ce temps-là, on appelait ça des rebelles. Mais maintenant, on appelle ça des terroristes. On les surveillait parce que des fois, ils allaient dans les villages faire peur aux habitants. Après, on a fait des exercices aussi là-bas, dans le désert. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est quand on est descendu de l'avion, on a attrapé une grosse bouffée de chaleur, tout ça. C'était complètement différent de la France. Il faisait hyper chaud, tout ça. Et on était marqué aussi par les enfants qui venaient nous voir parce que ils nous demandaient des cadeaux. Ils n'arrêtaient pas de nous entourer, tout ça. On a fait que de la mission on a fait que ça pour faire des patrouilles dans le désert, tout ça, des exercices. Et de la guerre de Sarajevo, vous pouvez nous en dire aussi? Oui, là c'était un pays en guerre, donc là-bas il y avait beaucoup de détresse. On voyait beaucoup les habitants qu'ils avaient peur, tout ça, de se faire tirer dessus. Donc nous on avait une mission d'assistance envers eux. On devait les protéger en mettant des containers pour éviter que les snipers les tirent. On a fait aussi un peu d'aide humanitaire là-bas aussi, en donnant de la nourriture ou tout ce qui est scolaire aux écoles. On a fait aussi des patrouilles dans les villages, tout ça, pour avoir des prises de renseignements au niveau de... Quelle a été la chose qui vous a le plus marqué pendant votre carrière? C'était surtout en Yougoslavie, quand on commençait à protéger les civils des tirs snipers. On mettait des bungalows et parfois on voyait des civils se faire tirer dessus, donc ils étaient blessés, quoi. Et il y a ça, il y a pas mal de choses qui m'ont marqué en Yougoslavie. Pareil que quand on prenait des gardes de nuit dans les postes de garde, tout ça, on surveillait et de temps en temps on voyait les balles traçantes, tout ça dans la nuit. Et quand on voit une ville en état de guerre, là on réfléchit et on dit oh, c'est pas un film, donc c'est la réalité pure. C'est pas facile d'évoluer là-dedans. Après, le Tchad, comme c'était une mission d'assistance extérieure, c'est pas du tout pareil. Donc, quand on voyait les gens, eux, ils se lavaient surtout dans le fleuve. Ils n'avaient pas d'eau courante, d'électricité, tout ça. Et leur maison, c'était des genres de paillotes. Comme qu'on voit dans des reportages en Afrique, tout ça, c'est des maisons en terre, tout ça. C'est pas du tout comme en France. D'accord, merci. Dans quelles conditions viviez-vous là-bas? Hygiène, nourriture, confort? Sarajevo, j'étais dans une ancienne caserne militaire des Yougoslaves. Après, parfois aussi, ça dépendait des régions, on était dans les tentes militaires, des bungalows. Et au Tchad, c'était pareil, une caserne, ou quand on était à l'extérieur, c'était des tentes militaires. Vous êtes-vous fait des camarades? Si oui, êtes-vous encore en contact avec eux? Oui, toujours en contact sur Facebook ou téléphone. Comment communiquez-vous avec vos proches? Par lettre ou par téléphone, mais le téléphone c'était rare, ça dépendait si on était dans la caserne ou pas. Avez-vous des souvenirs ou anecdotes à partager avec nous? Oui, de toute façon, dès qu'on change de pays, tout ça, c'est le jour et la nuit, c'est pas du tout la même vie, c'est pas les mêmes conditions de vie. Comment avez-vous vécu votre libération? Bien, parce qu'on était content de repartir quand même, la famille nous manquait, tout ça, et on était content d'avoir fini notre mission. En cas de nouveau conflit, êtes-vous prêt à repartir au front? Oui. Pourquoi avez-vous eu envie d'intégrer l'association des anciens combattants? Pour le devoir de mémoire. Quel est votre rôle dans l'association? Secrétaire
et trésorier. Et porte-drapeau aussi. Je suis porte-drapeau dans l'association, donc là, ça m'amène à représenter le village dans différentes villes. Comme chaque année, pratiquement, j'ai souvent à Notre-Dame-de-Lorette pour nous représenter ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, des combats de Tunisie et du Maroc. Après, j'ai aussi participé aussi aux cérémonies à Vimy pour la guerre 14-18 et dans les différents villages aux alentours, comme les fusillés à Moule et cérémonies aussi au niveau du blocos à Hyperlec. Comment faire pour que ces traditions perdurent? Il faut assister aux cérémonies et ne pas oublier ceux qui sont morts. Il faut devoir de mémoire. Quelle est la signification des écrits et des représentations sur le drapeau? Il y a ceux qui ont participé à la guerre d'Algérie, le combat au Tunisie-Maroc. Ensuite, il y a les théâtres d'opérations extérieures. Et en dernier, c'est les opérations extérieures. Bonjour. Vous présentez en quelques mots nom, prénom, date de naissance. Alors moi c'est Monsieur Bruges, Anthony. Donc, je suis né le 11 avril 1970. Je suis né à Limbre, donc je suis d'origine limbroise. À quel âge aviez-vous quand vous êtes parti à la guerre? Alors quand je suis parti à la guerre, j'avais 20 ans. Par contre, quand je me suis engagé, j'avais 18 ans. À peine. Comment vous sentiez-vous quand vous êtes parti à la guerre? Un peu, comment dire, motivé déjà pour partir, parce qu'à la base c'était mon but de partir à l'étranger. Pas forcément à la guerre, mais faire des missions quand même. Donc j'étais un peu motivé, inconscient. Quand on est jeune, on est inconscient, on est prêt à se battre. On est prêt à défendre son pays, défendre la France. Donc je dirais motivé quand même. Quelle raison vous êtes-vous engagé au moment du service militaire? Sorti de l'école, j'avais un CAP BEP menuiserie, je trouvais pas de boulot. Et j'ai été une phase un peu compliquée avec mes parents, donc j'ai décidé en fait, si tu veux, de partir. Je voulais découvrir d'autres pays en fait, à l'étranger ou même en France, parce que souvent on sort pas beaucoup de son coin. Du coup, je suis parti à la gendarmerie pour essayer de voir comment je pouvais m'engager, tout ça. Et puis ça s'est enchaîné, et puis voilà quoi. Donc je me suis engagé, j'ai fait mes 3 jours à Vincennes, du moins, sur Paris. Et après, je suis parti, j'ai été nommé à Valence. Donc Valence, c'est dans la Drôme, premier pays. Dans quel corps d'armée étiez-vous? Alors moi, j'étais dans l'armée de terre. Au début, je voulais partir dans les parachutistes, mais comme j'ai eu des soucis de genoux, ils n'ont pas voulu. Donc je suis reparti sur l'armée de terre. La cavalerie, c'est mon régiment ici. C'est un ancien régiment, mais ils étaient avec des chevaux avant. Donc ils sont passés en cavalerie, donc avec des chars. Enfin des chars légers. Quel était votre rôle dans l'armée? Alors, dans l'armée, du début jusque selon les années, tu montes en échelon et puis après tu as plusieurs, tu peux progresser plus rapidement et tu as plusieurs armes aussi à découvrir. Donc au début, moi j'étais comment dire, en escadron de combat, donc on était en jeep, tout au début, tu verras sur les photos, en jeep, donc on allait en mission de reconnaissance, si tu veux, avec les FAMAS, pistolet mitrailleur et tout ça. Après, moi, je suis parti sur un char léger de reconnaissance aussi, donc un AMX, où j'étais chargeur, je chargeais des obus. Et après, je suis passé tireur. Donc tireur, parce que dans un char, il faut savoir piloter, tirer, charger. S'il y a un blessé, tu dois pouvoir le remplacer. Et puis d'autres armes aussi, que je ne vais pas toutes citer, parce que là, il y en a, même attend, on est encore là. Et combien de personnes dans un char à peu près? Alors nous, on est dans l'AMX où j'étais, on était, si je dis pas, 4. Donc il y a un pilote qui était devant, il y a le chargeur qui est derrière, il y a le tireur qui est sur le côté et le chef d'engin, donc le chef qui était à côté de moi. De quelle guerre allez-vous nous parler aujourd'hui? Alors moi, la guerre que je vais te parler, où je suis parti assez longtemps et où c'est une guerre un peu, par rapport aux autres, un peu compliquée, quoi, c'est la guerre du Golfe.
Donc ils appellent ça, enfin nous en France c'était l'opération Daguet, en Amérique c'était Tempête du désert en fait. Donc je peux te parler de cette guerre-là où j'ai participé du début jusqu'à la fin. Dans quelle région êtes-vous allé faire la guerre? Alors donc je suis parti de Toulon. Je suis arrivé en Arabie Saoudite au port de Yanbu où on a débarqué, où on a resté là une semaine, le temps de s'installer et de prévoir les véhicules pour pouvoir accéder sur la frontière irakienne en fait. Donc j'étais là. Après on a été au Koweït et puis pendant la guerre on est rentré en Irak. Combien de temps t'es au Golfe? Je suis parti pour la guerre du Golfe, je suis parti en septembre. Donc j'ai embarqué fin septembre à Toulon. Alors les petites anecdotes, c'est que je vais vous expliquer, quand on est parti en Arabie Saoudite, on n'avait pas de bateau, hein. C'était un bateau qui fait la traversée Toulon-Corse. Vous voyez un peu. Du coup on avait mis les engins à la place des voitures, en fond de cale, et on dormait en fond de cale avec nos engins sur des lits picots, en fait, tu vois, des lits un peu militaires. Tu vois. Donc on a fait ça pendant 15 jours. On a dormi comme ça pendant 15 jours. Donc je suis parti en septembre. J'ai débarqué là-bas, je sais plus, début octobre, sous 50 degrés déjà. Donc là ça fracasse direct. Et j'ai passé l'année là déjà. Et je suis resté jusqu'à mai. Je suis revenu en mai 91. Hein, donc je ne sais pas si tu calcules, ça fait 8 mois. C'est entre 7 et 8 mois là-bas sur un territoire ennemi. Dans quelles conditions viviez-vous là-bas? Hygiène, nourriture, confort? On est arrivé en septembre, 4-5 mois avant la guerre. C'était très compliqué parce qu'on a été débarqué sur Yanbu et après on a été mis en position au niveau des frontières, sauf que toute la logistique française n'était pas là en fait. Donc pendant des semaines, on mangeait des rations de survie en fait. Je sais pas si tu vois, des petites boîtes, ouais. Tu vois. On avait 30 litres d'eau par semaine à 3, enfin à 4 avec l'engin pour se laver. Après, toilette et un trou quoi en fait. Tu es creusé. Et puis les conditions d'hygiène, ouais, c'était un peu compliqué quoi. Après, quand la logistique française est arrivée, on va dire, ils arrivaient avec les douches. Donc on avait prenez, je ne me trompe pas, c'était 2 à 3 douches par la semaine. Ça tournait en fait. Hein. On avait après tout ce qui est cuisine, tout ça, c'était amélioré en fait. Hein. Après ils arrivaient avec les cuisines, donc ils ont fait des plats et tout ça. Donc mais les premiers mois c'était compliqué. Ouais. Vous êtes-vous fait des camarades? Si oui, êtes-vous encore en contact avec eux? Les camarades à l'armée, forcément tu en fais. Déjà parce que tu vis 24 heures sur 24 avec eux. Donc tes camarades t'en fais beaucoup. Le problème c'est qu'après tu perds contact. Tu gardes des contacts, tu vois, pendant quelques années, mais là à l'heure actuelle non, j'ai plus de contact. Comment communiquiez-vous avec vos proches quand vous êtes revenu? Alors ça c'était compliqué parce que la distance dans là c'était pas évident. Donc au début c'était par courrier. Mais on avait le droit à un coup de fil par semaine, par satellite en fait. Donc tu as un téléphone satellite, donc tu communiquais par satellite. Sauf que le problème c'est que des fois le retour, quand tu parlais, eux ils comprenaient, je sais pas moi, 30 secondes après ta phrase, donc c'était au début il fallait s'adapter quoi. Avez-vous des souvenirs ou anecdotes à partager avec nous? Des souvenirs, ouais, des souvenirs, j'en ai plein. Pendant la guerre, tu veux dire Ouais, quelque chose qui vous a marqué Ouais, pendant la guerre, alors je vais dire un truc, hein, mais bon, normalement, ça doit rester secret. Hein. En fait, on a fait avec notre escadron, en fait, si tu veux, on a fait un incident diplomatique là-bas. Parce que là-bas, on n'a pas le droit de porc ni d'alcool, donc c'était interdit. Donc on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, si tu veux. Et pendant Noël, les parents ils envoyaient des colis. Et dans les colis, il y avait des saucissons, des trucs comme ça, qui étaient interdits en fait. Sauf qu'une fois, en fait, il y a un journaliste de TF1, Jean-Luc Manot, je m'en souviendrai toute ma vie, et, il nous a fait un reportage sur nous, sur notre escadron et sur le point d'Espagne. Sauf qu'il nous a filmé le saucisson en fait. Et c'était du porc.
Et en fait, du coup, il l'a retransmis. En fait, si tu veux, il arrive à sortir la bande sans être contrôlé par l'armée. Et il l'a diffusé en France. Et c'était François Mitterrand et le général, c'était le général, je ne sais plus comment, Schmitt ou je ne sais plus quoi, qui nous ont défendus en disant que c'était pas du porc mais du cheval. Mais ça crée un accident diplomatique. Donc là, si tu veux, on a été mis à pied. Donc, je t'explique, plus de téléphone, on n'avait plus le droit de contacter nos parents, on n'avait plus le droit d'écrire et on était mis à l'écart en fait du régiment. Donc, petite anecdote. Voilà. Je rigole maintenant, mais du coup, bon, ça te fait chier quand même. Quoi. Quand tu n'as plus de contact avec tes parents, tu peux pas leur donner de nouvelles, c'est compliqué. Comment avez-vous vécu votre libération? Alors, libération, bon, franchement, c'était un soulagement quand même, hein, déjà, parce que bah, y a eu un peu de perte humaine. Pas forcément dû à la guerre, mais par des accidents. Parce que là-bas, dans le désert, il y a beaucoup de pièges. Donc, il faut faire attention. Il y a des tempêtes de sable où tu vois même pas 1 mètre. On a eu un accident, on s'est télescopé avec un véhicule, toi. Sans gravité, attention, il y a beaucoup de pièges. Fier du régiment, fier de ce qu'on a fait, fier d'avoir fait partie de la coalition, en fait, tu sais. Il y avait quand même 15 000 soldats français. On était à côté des Américains. Quand tu vois les Américains où ils sont 500 000 bonhommes, quoi. Non, puis content d'être rentré aussi, hein, faut pas non plus. Voilà. On est content de partir, mais on est content de revenir aussi. Voir sa famille et puis surtout bien manger. En cas de nouveaux conflits, êtes-vous prêt à repartir au front? Ouais, si c'est pour me battre pour la France, ouais. Je suis prêt, je ferai tout pour mon pays en fait. Comme en Ukraine, quoi, je serais prêt à me battre. Pourquoi avez-vous eu envie d'intégrer l'association des anciens combattants? Bah, en fait, c'était Gilbert, en fait, qui était président, Gilbert Coquelot, hein, qui était président des anciens combattants. Et en fait, bon, on se connaissait tout ça, et lui, il voulait des jeunes qui intègrent les anciens combattants pour perdurer un petit peu les anciens, parce que un peu, hein, ça commence à disparaître malheureusement. Et on espère que les gens comme nous, ou même les nouveaux, vont prendre le relais, parce que c'est malheureux de perdre ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de soldats et beaucoup de personnes qui sont morts en temps de guerre. Il ne faut pas les oublier. Ils se sont battus pour la France, se sont battus pour notre liberté. Je pense que c'est vraiment, faut pas que ça perde. Ces gens-là, ils sont pas morts pour rien, quoi. À l'heure actuelle, hein, tu vois, la guerre en Europe, c'est proche. L'Ukraine, la Russie, on pensait pas il y a 10 ans que ça allait. Et puis là, ça peut arriver comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, c'est juste une reconnaissance déjà d'avoir fait des conflits et puis intégrer et puis pour essayer de garder les associations des anciens combattants. Quel est votre rôle dans l'association? Alors mon rôle à la base, donc j'étais après Gilbert, tout ça, qui nous a quittés, logiquement c'est Michel qui avait pris le relais, et Michel, donc j'étais le vice-président, parce qu'on n'est que 3 ou 4, hein, pas beaucoup, hein. Et du fait que Michel est décédé, du coup, logiquement, il m'avait cité comme président, hein, normalement, mais bon, c'est vrai que là, en ce moment, avec le travail, tout ça, j'ai pas encore eu le temps de m'occuper de ça, donc logiquement, c'était moi le président des anciens, en fait. Sur quel nom? Comment faire pour que cette tradition perdure? Comment faire? Bah déjà, vous les jeunes, franchement, il faut continuer, il faut venir aux commémorations des anciens, hein, dans le village ou ailleurs, pour remercier ces gens qui se sont battus et qui vont encore se battre, hein, pour votre liberté, hein, pour notre liberté à nous, pour éviter qu'il y ait la guerre aussi. Les attentats, hein, des fois, grâce aux militaires, on peut déjouer tout ça. Voilà, moi je pense que c'est la jeunesse qui peut aider à que ça s'éteint pas en fait. Et puis les anciens combattants, les jeunes anciens combattants comme nous, qui prennent le relais. Quelle est la signification des écrits et des représentations sur le drapeau? Oui, alors il y a plusieurs notifications sur le drapeau, hein. C'est en fait, si tu veux, tu as le TOE et l'OPEX. Ça c'est notre génération nous. Tu vois. Donc
TOE, c'est théâtre opération extérieure, et l'OPEX, c'est opération extérieure en fait. C'est des militaires qui vont, hop, tiens, ils sont partis, ils vont en opération en Afrique, hop, tac. Et théâtre, c'est un peu les guerres, comme la guerre du Golfe, ou comme en Afghanistan, c'est des théâtres d'opération où on envoie des militaires et tout ça. Après, les premiers, nous, ça a été rajouté, hein. Les premiers, c'était les anciens combattants, bien sûr. Donc, tu avais les anciens combattants de guerre et les prisonniers de guerre, donc les initiales. Et l'autre, c'est en fait, c'est tout simple, c'est les combattants d'Algérie, Tunisie et Maroc. Donc c'est simple, hein, je vais te le dire, c'est, tu vois, CTAM, c'est combattants Algérie, Tunisie, Maroc. Et ACPG, c'est anciens combattants et prisonniers de guerre. Après, tu as TOE et OPEX. Ça, c'est ce qui est marqué sur... ça représente un peu les anciens qui se sont battus, hein, les anciens d'Algérie. 14-18, ben, c'était encore avant, donc 39-45 aussi. Mais, donc là, surtout, ça a commencé, c'était en Algérie. Et puis, ce qui prend le relais, c'est les